Camille Moreau avait compté les heures, 91 heures exactement. Elle les avait notées dans le petit carnet bordeaux qu'elle gardait toujours sur la table de coupe de l'atelier, le même carnet où elle consignait les mesures de ses clientes, les commandes de fourniture, les dates de livraison. 91 heures de travail manuel réparties sur 6 semaines. Les soirs après la fermeture de l'atelier, les samedis matins avant que la lumière du 11e arrondissement ne devienne trop blanche et trop crue pour distinguer les nuances du fil. Elle avait choisi un ivoire légèrement rosé, pas le blanc pur qu'elle trouvait trop agressif sous les éclairages d'église, mais un ivoire qui rappelait la porcelaine ancienne, la douceur des choses faites pour durer. Le tissu avait été acheté en 8 fois sur la carte. 92 € par mois pendant 8 mois, un crêpe de soie doublé de tulle fin qu'elle avait commandé à une maison de Lyon, parce que les fournisseurs parisiens proposaient quelque chose de trop synthétique, trop parfait, trop facile. Camille ne faisait rien à moitié. Elle gagnait 1850 € par mois en ajustant les robes des autres, en reprenant les ourlets des pantalons des autres, en rétrécissant les manches des vestes des autres. Elle passait ses journées à transformer des vêtements qui n'étaient pas faits pour les corps qui les portaient, à corriger les erreurs de taille avec des points invisibles que personne ne verrait jamais. C'était un travail précis, ingrat dans sa discrétion, et Camille le faisait bien, mieux que bien, avec une rigueur qui confinait parfois à l'obstination. Mais ce matin-là, ce samedi de septembre où Paris sentait déjà l'automne dans les premières heures, quelque chose était différent. Pour la première fois de sa vie, elle portait quelque chose qu'elle avait créé entièrement pour elle-même. Pas pour une cliente dont elle ne retenait que les mensurations. Pas pour corriger une silhouette étrangère. Pour elle. Pour Camille, 30 ans, fille d'un gérant de petite entreprise de textile de Belleville, première de sa famille à avoir monté un atelier à son nom, même si le nom sur la vitrine du 11e était encore celui de la propriétaire précédente, que Camille n'avait pas eu les moyens de changer. Le miroir en pied de sa chambre, un miroir récupéré chez Emmaüs avec un cadre en bois légèrement gondolé, lui renvoyait une image qu'elle mit quelques secondes à reconnaître. Pas parce qu'elle était méconnaissable, mais parce qu'elle était pour une fois exactement elle-même. Le corsage ajusté épousait ses épaules sans effort, les broderies à la main qu'elle avait cousues le long de l'encolure, des petites fleurs géométriques, abstraites, qui n'appartenaient à aucune mode particulière, captaient la lumière du matin avec une douceur qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se regarda pendant 3 secondes, puis elle détourna les yeux, remit une mèche en place et alla prendre son café debout dans la cuisine. La salle des fêtes avait été réservée 2 ans auparavant, à une époque où Julien avait insisté pour Neuilly-sur-Seine parce que ses parents connaissaient le propriétaire et pouvaient négocier un tarif. Neuilly, c'était une autre ville dans la ville. Ses avenues larges, ses façades haussmanniennes impeccables, ses voitures garées en double fil sans que personne ne proteste. Camille avait traversé Paris en métro ce matin-là, robe dans un sac housse posé sur ses genoux, sans vouloir entendre parler d'une voiture que Julien avait proposé d'envoyer. Elle préférait arriver par ses propres moyens. Elle avait toujours préféré ça. 120 invités confirmés. Le bolo à 5 étages, payé en 12 mensualités à une pâtisserie du 8e arrondissement, était déjà installé dans la salle à l'heure où Camille arrivait dans la sacristie pour se préparer. Sa mère l'avait rejointe là-bas, les yeux légèrement rouges d'émotion contenue, et lui avait dit que le vestibule était magnifique, que les fleurs étaient arrivées à l'heure, que tout était parfait. Camille avait hoché la tête. Elle avait vérifié les coutures du corsage une dernière fois, ajusté le voile, serré le bouquet, rose blanche et eucalyptus, simple, sans excès. Puis, elle avait attendu. L'orgue avait attaqué les premières mesures avec cette gravité particulière des instruments d'église, ce son qui semble venir de dessous les pierres plutôt que d'au-dessus. Les portes s'étaient ouvertes. La lumière de septembre entrait oblique par les vitraux, découpant le sol en losanges dorés et bleus. 120 pères Dieu s'étaient tournés vers elle dans ce mouvement collectif et silencieux propre aux cérémonies, ce moment où tout le monde retient son souffle en même temps.
Camille avait fait 2 pas dans l'allée centrale. C'est là qu'elle avait vu que Julien n'était pas à l'hôtel. Il était au micro. Elle ne comprit pas immédiatement. Son cerveau, formaté pour suivre le protocole de la cérémonie qu'elle avait répété mentalement des dizaines de fois, continua d'avancer d'un demi-pas avant que la réalité ne s'impose. Julien Lefebvre, 34 ans, superviseur logistique, homme stable, homme prévisible, se tenait debout face aux 120 invités avec une expression que Camille mit quelques secondes à identifier. Pas de la honte, pas vraiment de la culpabilité. Quelque chose de plus lâche que ça, du soulagement peut-être, le soulagement de quelqu'un qui pose un fardeau lourd. « Je n'arrive pas à faire ça », dit-il dans le micro, d'une voix qui portait trop bien dans l'acoustique de l'église. « Pardon », et il sortit par la porte latérale sans se retourner. Le silence qui suivit fut de cette nature particulière, qui n'existe que dans les moments de rupture absolue. Un silence compact, presque physique, qui pèse sur les épaules et brûle derrière les yeux. Camille resta immobile dans l'allée centrale, le bouquet dans les mains, le voile sur le visage. Elle entendit le murmure commencer quelque part sur sa gauche, 2 voix basses, puis 3, puis le bruissement collectif d'une assistance qui ne sait pas quoi faire de ce qu'elle vient de voir. Elle sentit ses jambes vouloir fléchir. Elle sentit ses yeux chauffer. Elle serra le bouquet un peu plus fort. Elle ne pleurerait pas. Pas là. Pas devant eux. Pas question. Elle ne savait pas combien de secondes s'écoulèrent. Le temps avait changé de texture. Il était devenu visqueux, lent, chaque instant étiré comme du caramel. Elle était consciente du moindre détail autour d'elle, le froissement d'un programme de cérémonie, une toux discrète au 3e rang, la lumière qui continuait d'entrer oblique par les vitraux, comme si rien ne s'était passé. Et puis elle entendit des pas précipités, réguliers, calmes, des pas qui n'essayaient pas de se faire discrets, mais qui n'étaient pas non plus ostentatoires. Des pas qui avançaient vers elle avec la certitude tranquille d'une décision déjà prise. Alexandre Laurent avait 46 ans. Non, 37 ans, elle le saurait plus tard. Et elle ne l'avait vu que 2 fois en 3 ans. Une fois à un dîner chez les parents de Julien où il était arrivé en retard et reparti tôt, et une fois à un verre improvisé après un match que Julien avait organisé avec ses amis de faculté, où Camille était restée 2 heures à parler avec la compagne d'un autre invité parce qu'Alexandre et Julien s'étaient retrouvés dans une conversation à part, tendue, qui avait pris fin abruptement. Elle n'avait retenu de lui que des impressions floues, grand, costume sombre, peu de mots. Il s'arrêta à sa hauteur. Il s'inclina légèrement, pas une courbette, juste un infime abaissement de la tête, comme pour parler à la même hauteur qu'elle, sans pour autant diminuer sa propre stature. Et il dit, très bas, à peine plus qu'un souffle contre son oreille, « Fais semblant que je suis le marié. » Camille tourna la tête vers lui. Elle le regarda dans les yeux pour la première fois de la matinée. Pour la première fois vraiment, sans le flou social qui enveloppe les connaissances périphériques. Ses yeux à lui étaient gris, d'un gris tirant sur le vert selon la lumière, et il ne portait ni pitié ni embarras. Il portait quelque chose de beaucoup plus rare dans les circonstances, de la clarté. Il ne lui proposait pas de la sauver. Il lui proposait une option. « Pourquoi ?» demanda-t-elle tout bas. « Parce que vous n'allez pas sortir d'ici la tête basse. » 2 secondes de silence. 2 secondes qui contenaient tout ce qu'il y avait à peser. La dignité, la douleur, l'orgueil, l'envie de s'effondrer et le refus absolu de le faire ici, maintenant, devant 120 personnes qui prenaient déjà des photos avec leur téléphone. Camille regarda droit devant elle. L'allée centrale. La porte de sortie au fond. La lumière de septembre dehors. « D'accord, dit-elle. » Alexandre lui offrit son bras. Elle y posa la main avec la précision de quelqu'un qui aligne une couture, nette, sans tremblement, sans appui excessif. Ils avancèrent ensemble vers la sortie. Pas vite, pas lentement. À un rythme qui ne demandait rien à personne et n'expliquait rien non plus. Quelque part sur leur droite, quelqu'un se mit à applaudir. D'abord un seul, puis 3, puis une dizaine, un applaudissement hésitant, maladroit, qui ne savait pas exactement ce qu'il saluait, mais qui avait besoin de faire quelque chose. Camille n'y prêta aucune attention. Elle regardait la porte, juste la porte.
Dehors, l'air froid de septembre les frappa tous les deux en même temps. L'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, large et indifférente, continuait sa circulation habituelle. Une voiture passa. Un jogger. Un père avec une poussette. Paris ne s'arrêtait jamais pour les catastrophes personnelles, et Camille, curieusement, trouva ça presque réconfortant. Elle lâcha le bouquet. Les roses blanches et l'eucalyptus tombèrent sur le trottoir avec un bruit mou. Elle s'assit sur le bord du trottoir, pas sur un banc, pas sur les marches de l'église, sur le bord du trottoir, le marbre froid de Neuilly sous le crêpe de soie de 91 heures de travail. Et elle ne se soucia pas du tout du tissu. Alexandre s'assit à côté d'elle. Il desserra légèrement sa cravate d'un geste machinal, et il ne dit rien. Ce silence-là était d'une nature entièrement différente du silence de l'église. Celui-là était vide, écrasant, humiliant. Celui-ci était simplement présent, ni confortable ni inconfortable, juste là, comme la présence d'un autre être humain, qui n'exige rien de vous dans le pire moment de votre vie. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes. Les premiers invités commençaient à sortir de l'église, par petits groupes, certains lançant des regards dans leur direction, d'autres détournant poliment les yeux. Camille ne regarda aucun d'eux. Ce fut elle qui parla la première. « Vous saviez qu'il allait faire ça ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il regarda droit devant lui, vers l'avenue, vers les façades de l'autre côté. Puis il dit « Je m'en doutais. J'ai essayé de lui parler hier. Il n'a pas décroché. » Camille prit le temps de laisser cette réponse s'installer. « Vous auriez dû me prévenir. »« Oui, j'aurais dû. J'ai eu tort sur ce point. » Pas de justification, pas d'explication en cascade pour atténuer la faute, juste l'admission, directe, sans ornement. Camille le regarda de côté, un regard bref, presque involontaire, puis elle reporta les yeux sur l'avenue. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Je ne sais pas. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait des problèmes qui n'ont rien à voir avec vous. Ça ne change pas grand-chose. Non, admit Alexandre, ça ne change rien du tout. Un taxi passa, ralentit légèrement en les voyant. Une femme en robe de mariée assise sur le trottoir, puis continua sa route. Camille regarda ses mains autour de rien, là où le bouquet avait été. Ses mains qu'elle connaissait mieux que n'importe quelle autre partie de son corps. Les petites cicatrices d'aiguille sur l'index et le majeur droit, la peau légèrement durcie à la base des doigts, les ongles courts, impeccablement propres. Des mains qui savaient exactement ce qu'elles faisaient dans l'atelier, des mains qui ne tremblaient jamais sur une couture. Elles étaient immobiles maintenant, inutiles, et c'était peut-être ça le plus étrange, ne pas savoir quoi en faire. « Je vais aller chercher 2 cafés, » dit Alexandre en se levant. Il boutonna sa veste, regarda autour de lui. Il y a un tabac au coin. Camille ne répondit pas, ce qui valait pour acquiescement. Il revint 7 minutes plus tard, avec 2 gobelets en carton. Le genre de café serré qu'on boit debout au zinc pour 1,50 €, pas le café de la salle de réception dont le traiteur avait sans doute préparé des dizaines de tasses qui refroidissaient maintenant en pure perte dans le buffet vide. Il lui entendit un sans cérémonie. Elle le prit de la même façon. Le café était brûlant, fort, légèrement trop amer. Camille en prit une gorgée. « C'est le meilleur café que j'ai bu depuis des mois, » dit-elle. Alexandre la regarda. Elle ne souriait pas vraiment. Pas encore, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était plus tout à fait de la fracture. Quelque chose qui ressemblait, très loin encore, à de la résistance. « Je vous crois, » dit-il. Ils restèrent là 2 heures. Le buffet fut démonté. Les voitures des convidés quittèrent le parking de l'avenue les unes après les autres. Le soleil de septembre avança lentement sur les façades de Neuilly, changeant la couleur de la pierre de l'ocre au doré pâle. À un moment, la mère de Camille vint jusqu'au trottoir, lui posa la main sur l'épaule sans rien dire et repartit. À un moment, le traiteur appela sur le téléphone de Camille pour savoir ce qu'il fallait faire du bolo. Elle dit « Faites-en ce que vous voulez » et raccrocha. À un moment, un enfant qui passait avec son père pointa le doigt vers elle et dit « Papa, pourquoi la dame est assise par terre avec sa belle robe ?» Et le père l'entraîna rapidement en murmurant quelque chose. Camille faillit sourire. Pas tout à fait, mais presque.
Les jours qui suivirent eurent cette texture particulière des lendemains de catastrophe, une apparente normalité de surface sous laquelle tout avait changé d'angle. Camille rouvrit l'atelier le lundi matin à 8h30, comme tous les lundis. Elle accrocha sa blouse de travail au même crochet derrière la porte, alluma la machine à coudre industrielle, dont le ronronnement familier emplit immédiatement l'espace étroit de l'atelier, prépara son café sur la petite plaque chauffante dans l'arrière-boutique. Elle avait 3 ourlets à terminer pour une cliente du quartier, un ajustement de veste pour un homme d'affaires qui passerait récupérer sa commande jeudi et une robe de demoiselle d'honneur à reprendre pour un mariage. Autre mariage, d'autres gens, prévus en octobre. Elle travailla. C'est ce qu'elle savait faire quand tout le reste vacillait, travailler, avec ses mains, sur des choses qui avaient un début et une fin mesurables, un problème précis et une solution précise. Le vestido. Elle l'avait suspendu dans l'arrière-boutique le dimanche soir, dans le sac housse en non tissé blanc qu'elle utilisait pour les robes de mariée de ses clientes. Elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle en ferait. La question restait en suspens quelque part dans un coin de sa tête, comme une couture non terminée qu'elle savait devoir reprendre, mais pour laquelle elle n'était pas encore prête à sortir l'aiguille. Alexandre appela le mercredi. Son numéro s'afficha sur l'écran de son téléphone. Elle ne l'avait pas enregistré, mais elle reconnut les chiffres, elle avait la mémoire des détails, et elle décrocha après la 3e sonnerie. « Comment vous allez ?» demanda-t-il. C'était une question simple, et il la posa simplement, sans le trémolo d'inquiétude exagérée que Camille avait entendu dans la voix de toutes les personnes qui l'avaient contactée depuis samedi. Amie, cousine, une collègue de lycée avec qui elle n'avait pas parlé depuis 6 ans et qui avait manifestement vu quelque chose sur les réseaux. Lui posait la question comme on vérifie un état réel, pas comme on performe une compassion. « Je travaille », dit-elle. « C'est bien », dit-il. Et il le pensait visiblement. Il n'appela pas pour longtemps, juste pour savoir. Il raccrocha au bout de 4 minutes, sans avoir rempli le silence de mots inutiles. Et Camille remarqua cet espace vacant dans la conversation. Tout ce qu'il aurait pu dire et n'avait pas dit, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Le 2e appel vint le vendredi de la même semaine. Cette fois-ci, sa voix était différente, pas alarmée, mais plus concentrée. Le ton particulier de quelqu'un qui a quelque chose de précis à transmettre. « J'ai appris quelque chose que vous devez savoir », dit-il sans préambule. Julien envisage d'utiliser certaines irrégularités dans la comptabilité de l'entreprise de votre père comme levier dans une négociation. Je ne sais pas encore avec qui ni dans quel cadre exactement, mais si ça se concrétise sans que votre père soit représenté juridiquement, il pourrait se retrouver mis en cause. Camille s'arrêta de coudre, elle posa le tissu sur la table, lentement. Quel genre d'irrégularité ? Des détournements de marchandises sur les 2 dernières années. Votre père n'en est probablement pas l'auteur, mais il en est le responsable légal. Si quelqu'un décide de pointer dessus, la présomption tombe sur lui en premier. Le silence qui suivit fut dense. Pas le silence de l'Église. Celui-là avait été fait d'humiliation et de choc. Celui-ci était fait de calculs, de pensées qui s'assemblaient rapidement, de connexions qui se faisaient entre des informations que Camille avait et d'autres qu'elle n'avait pas eues. Julien qui travaillait dans la logistique. Julien qui connaissait parfaitement les fournisseurs de son père. Julien qui avait insisté pour rencontrer son père très tôt dans leur relation, bien avant que ça n'ait de sens, et que Camille avait interprété comme de l'enthousiasme familial. Pas tout à fait de l'enthousiasme familial, visiblement. « Depuis quand vous savez ça ?» demanda-t-elle. « Je l'ai appris hier, je vous appelle aujourd'hui. »« Pourquoi vous me le dites ?»« Parce que vous en avez besoin. » Simple, sans les fioritures d'une justification morale, sans la mise en scène de la bonne action. Vous en avez besoin. Point. Camille raccrocha, appela son père immédiatement, lui exposa la situation en termes directs sans dramatiser, et ensemble, ils contactèrent un cabinet d'avocats le lendemain matin. La défense juridique fut activée à temps. Le levier que Julien tentait de construire ne trouva jamais de point d'appui suffisant. L'entreprise de son père
petite société textile de Belleville, fondée 23 ans auparavant, avec des économies de toute une vie, traversa la menace sans dommages irréparables. Alexandre n'avait rien facturé. Il n'avait même pas mentionné le mot « honoraire ». Camille mit plusieurs jours à digérer le fait que cet homme, qu'elle connaissait à peine, avait fait 2 fois en 1 semaine quelque chose que personne dans son entourage immédiat n'avait fait. Lui donner exactement ce dont elle avait besoin, sans y accrocher de dette visible. Ils se retrouvèrent une première fois à la boulangerie du coin de la rue de l'Atelier, au début d'octobre. Ce n'était pas vraiment un rendez-vous. Alexandre avait demandé s'il pouvait passer récupérer un document qu'il lui avait envoyé par email et qu'elle avait imprimé, une attestation dont elle avait besoin pour un dossier de renouvellement de bail. Il arriva à 10 heures, dans un costume gris anthracite légèrement froissé aux manches. Il venait d'une réunion matinale, dit-il, et trouva Camille en plein travail sur une veste de tweed posée à plat sur la table de coupe. Elle lui dit de s'asseoir, désigna le document sur le comptoir, continua à travailler. Il s'assit sur le tabouret haut qu'elle réservait aux clientes en attente, sortit son téléphone, le rangea presque aussitôt. Regarda l'atelier. C'était un espace étroit et long, comme beaucoup de boutiques du 11e, avec une vitrine sur la rue et un arrière-boutique derrière un rideau de velours bleu marine. Les murs étaient couverts de bobines de fil rangées par couleur, du blanc au noir en passant par toutes les nuances, des centaines de petits cylindres qui formaient une palette involontairement esthétique. Des patrons en papier craft étaient suspendus à des crochets au plafond. La lumière du matin entrait par la vitrine et tombait exactement là où Camille travaillait, comme si l'angle avait été calculé. Alexandre observa tout ça en silence, pendant quelques minutes. « Ça fait longtemps que vous avez cet atelier ?» demanda-t-il. « 7 ans. J'ai repris le bail d'une dame qui partait à la retraite. Elle s'appelait Madame Tissot. Je n'ai pas changé l'enseigne parce que le quartier la connaissait. Vous avez gardé son nom. » C'était plus honnête que de tout effacer. Il y avait dans cette réponse quelque chose qui n'était pas une simple anecdote de commerce, et Alexandre le perçut sans le formuler. Il commanda 2 cafés à l'enseigne voisine, toujours les gobelets en carton. Camille nota qu'il ne semblait pas trouver ça inférieur à quoi que ce soit, et ils parlèrent 1 heure, le temps qu'elle finisse la veste de tweed. Ils parlèrent du bail, du quartier, d'un projet de rénovation des trottoirs du 11e qui compliquait les livraisons depuis septembre. Rien de profond, rien qui nécessitait de la prudence, mais rien de superficiel non plus, des échanges qui avaient la consistance du réel, pas le vernis des conversations de politesse. Alexandre commanda un 2e café sans demander si Camille en voulait un aussi. Il en posa simplement un sur son côté de la table. Elle continua à travailler et but le café sans interrompre le rythme de ses mains. Ils se séparèrent à midi, chacun repartant dans sa direction sans que rien ne soit dit sur la prochaine fois. La prochaine fois vint 3 semaines plus tard, un dimanche après-midi, dans une petite place du 16e arrondissement proche de chez Alexandre. Il lui avait demandé si elle connaissait le quartier. Elle avait répondu qu'elle y était allée rarement. Il avait proposé de se retrouver là-bas, sans préciser pourquoi, et elle était venue de chez elle en métro, ligne 9 jusqu'à Trocadéro, puis à pied, après avoir refusé l'offre qu'il avait glissée en passant d'envoyer un véhicule. Elle arriva avec 10 minutes d'avance et attendit sur un banc, les mains dans les poches d'un manteau en lainage sombre qu'elle avait taillé elle-même 2 hivers auparavant. Alexandre arriva à l'heure exacte, sans l'essoufflement discret de quelqu'un qui a couru pour ne pas être en retard, sans l'excuse préemptive du métro ou du taxi, simplement à l'heure. La place était calme pour un dimanche de mi-octobre à Paris. Quelques familles, un vieux monsieur avec un chien, 2 adolescents sur des vélos. Les arbres avaient commencé à perdre leurs feuilles et le sol était tapissé d'ocre et de brins dorés, humide des pluies de la nuit précédente. Ils marchèrent un moment sans destination précise, longeant les grilles du petit jardin central, puis s'assirent sur un banc face à la fontaine désactivée pour l'hiver. « Vous vivez dans ce quartier depuis longtemps ?» demanda Camille. « 12 ans. J'ai acheté l'appartement quand j'ai lancé l'associé avec Maître Fouchard. » Il marqua une pause. À l'époque,
Ça semblait être le quartier logique pour quelqu'un qui faisait ce que je faisais. Et maintenant? Maintenant, c'est simplement là où j'habite. Il regarda la fontaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une logique. Camille perçut quelque chose dans cette phrase, pas de la mélancolie exactement, plutôt l'état d'un homme qui a commencé à examiner les fondations de ses propres choix et ne sait pas encore ce qu'il va trouver. Elle ne releva pas, mais elle nota. « Vous avez grandi où ?» demanda-t-elle. « Lyon, famille d'enseignants. Mon père était professeur de droit en faculté, c'est pour ça que… » Il s'arrêta, comme si la phrase s'était terminée avant qu'il la finisse. « Et vous ?»« Belleville, toujours Belleville, jusqu'à l'atelier. Vous n'avez pas eu envie de partir. »« Je suis partie, dit-elle. Le 11e, c'est pas loin, mais c'est différent. Assez différent pour moi. » Il la regarda de côté, un regard bref, mais attentif, du genre de ceux qui ne cherchent pas à interpréter, mais simplement à enregistrer. « Ça vous manque, Belleville ?» Camille réfléchit honnêtement à la question, ce qui prit quelques secondes. « Non, mais j'aime savoir que c'est là. » Ils restèrent sur ce banc du 16e arrondissement pendant 2 heures, dans le froid progressif de l'après-midi, et la conversation allait et venait sans logique apparente, de l'atelier au contrat de bail, de Lyon à Belleville, d'un film qu'ils avaient tous les deux vu sans se concerter, d'une réforme juridique qui concernait les petites entreprises artisanales et sur laquelle Alexandre avait des opinions précises qu'il exprima sans condescendance, en prenant soin de ne pas parler plus vite que Camille ne pouvait suivre. Elle lui dit à un moment qu'elle n'avait pas de formation juridique. Il répondit qu'elle n'en avait pas besoin pour comprendre. C'était une question de logique, pas de vocabulaire spécialisé. Et il continua à expliquer en utilisant des mots ordinaires, sans simplifier, juste sans jargon. Camille nota ça aussi. Ils se séparèrent quand la lumière du soir tomba sur les façades du 16e, les rendant brièvement roses et or avant de passer au gris bleuté du crépuscule parisien. Elle avait repris le métro et lui était repartie à pied vers son appartement, et à aucun moment l'un ni l'autre n'avait parlé de la prochaine fois. Mais les deux savaient, sans se le dire, qu'il y en aurait une. La 3e rencontre n'était pas prévue du tout. Un samedi matin de la fin octobre, Camille était en train de relire pour la 4e fois un contrat de fourniture que son fournisseur principal de tissus, une société basée à Roubaix avec laquelle elle travaillait depuis 4 ans, lui avait envoyé pour renouvellement. Le contrat contenait une clause de révision automatique des tarifs qu'elle n'avait pas vue dans la version précédente, une clause qui permettait aux fournisseurs d'augmenter ses prix jusqu'à 15% par an, sans préavis. Elle avait relu le document 3 fois en se disant qu'elle avait peut-être mal compris le vocabulaire. Elle n'avait pas mal compris. Elle appela Alexandre, pas pour lui demander de régler le problème, pour lui demander si elle avait bien lu. « Vous avez bien lu, dit-il. C'est une clause abusive standard que beaucoup de petits fournisseurs insèrent depuis 2 ans. La moitié des artisans ne la voient pas. Est-ce que je peux la contester ? Oui. Est-ce que vous voulez que je regarde le document entier ? Elle hésita. Hésiter était sa réaction automatique face à tout ce qui ressemblait à de l'aide non sollicitée. Cette hésitation était gravée en elle depuis des années, depuis l'époque où accepter de l'aide avait régulièrement signifié contracter une dette implicite dont les termes n'étaient jamais clairement énoncés. Mais elle repensa à la façon dont il avait formulé. « Est-ce que vous voulez que je regarde ? Pas « je vais m'en occuper », pas « laissez-moi gérer ça ». Une question, une option. « Si vous avez le temps ce matin, dit-elle. J'arrive dans 40 minutes. » Il arriva en 35, avec son propre café cette fois, un gobelet en carton du même tabac du coin, visiblement parce qu'il mémorisait les adresses, et ils s'installèrent à la table de coupe, le contrat imprimé entre eux, et il passa 2 heures à décortiquer le document clause par clause, en lui expliquant chaque point, en lui montrant ce qu'elle pouvait accepter, ce qu'elle devait contester, et comment formuler la contestation. Il ne rédigea pas la lettre à sa place, il lui dit comment la construire. La distinction était minime en apparence et considérable en réalité. Le contrat fut renégocié, la clause abusive fut retirée.
Camille envoya la lettre elle-même, avec sa propre formulation, et le fournisseur de Roubaix accepta les termes révisés sans trop protester, ce qui confirma qu'ils avaient tenté leur chance et s'y attendaient à moitié. Ce soir-là, en fermant l'atelier, Camille resta un moment dans l'obscurité avant d'allumer. Le sac housse blanc était toujours là, suspendu dans l'arrière-boutique. 91 heures de travail dans du crêpe de soie, ivoire rosé. Elle tendit la main, toucha le tissu à travers le plastique, la légèreté de la soie perceptible même ainsi, même à travers cette distance. Elle pensa que dans une autre vie, une vie où les choses s'étaient passées différemment, cette robe serait accrochée dans une armoire quelque part à Neuilly et n'aurait plus aucune raison d'exister. Elle pensa que dans cette vie-ci, elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait. Elle éteignit la lumière, verrouilla la porte, remonta le col de son manteau de lainage dans le froid d'octobre du 11e arrondissement et prit le chemin du métro. Novembre arriva sur Paris avec cette brutalité tranquille qui lui était propre. Pas de transition, pas d'avertissement, juste le matin où l'on sort de chez soi et où l'air a changé de nature, est devenu quelque chose de plus dense, de plus opaque, qui colle au visage et sent la pluie et le bitume mouillé et les feuilles en décomposition dans les caniveaux. Le 11e arrondissement avait ses propres parfums d'automne, différents du 16e. Moins de jardins privés, plus de marchés, plus de restaurants dont les odeurs de cuisine débordaient sur les trottoirs en fin de matinée. Plus de gens pressés avec des sacs de courses et des poussettes et des téléphones collés à l'oreille. Camille aimait ça. Aimait la densité de ce quartier qui ne se prenait pas au sérieux, qui vivait à hauteur d'homme. Elle avait commencé à formaliser quelque chose dans sa tête. Pas encore sur le papier, pas encore dans les actes, mais dans cette zone floue entre l'intuition et la décision où les projets naissent avant d'avoir un nom. L'atelier de Madame Tissot, son atelier maintenant, même si l'enseigne disait encore autre chose, avait la surface pour accueillir une deuxième machine, peut-être une troisième. Elle avait refusé 2 commandes importantes en octobre parce qu'elle n'avait pas eu le temps de les honorer seule. 2 commandes refusées, c'était 2 sources de revenus perdus, mais c'était surtout la preuve que la demande existait au-delà de ce qu'une seule personne pouvait absorber. L'idée d'embaucher, même à mi-temps, même une seule personne, avait toujours buté sur la question des contrats, des charges sociales, des déclarations, tout ce vocabulaire administratif que Camille maîtrisait mal et qui lui avait toujours semblé conçu pour décourager exactement les gens comme elle. Elle en parla à Alexandre un soir de novembre, par téléphone. Elle ne lui avait pas posé la question directement. Elle avait dit qu'elle réfléchissait à quelque chose et lui avait décrit la situation de l'atelier, les commandes refusées, l'idée qui germait. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit « Vous voulez créer une structure ou rester en nom propre ? Je ne sais pas encore. Je sais même pas exactement quelle différence ça fait dans mon cas. Ça fait une différence sur la responsabilité personnelle, sur la fiscalité et sur la crédibilité vis-à-vis des fournisseurs et des clients professionnels. Mais ça dépend aussi de ce que vous voulez construire à long terme. » « À long terme », répéta Camille, comme si les mots avaient une texture particulière qu'elle testait. « J'ai pas l'habitude de penser comme ça. »« Comment vous pensez ?» Un ourlet à la fois. Il y eut un silence. Pas un silence gêné, un silence de quelqu'un qui considère ce que l'autre vient de dire avec une attention réelle. « C'est une bonne méthode, dit-il finalement. On peut construire très grand un ourlet à la fois. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle était assise sur le rebord de sa fenêtre, la rue du 11e en contrebas, la pluie fine sur les vitres. Il y avait dans cette phrase quelque chose qui ne ressemblait pas à un compliment de politesse. Quelque chose qui prenait au sérieux la façon dont elle fonctionnait, sans chercher à la corriger ou à l'élargir vers autre chose. Elle remarqua que c'était rare. Pas si rare dans l'absolu, peut-être, mais rare venant de quelqu'un qui gérait un cabinet d'avocats à la défense, et dont le rapport au temps et à l'échelle n'avait a priori rien de commun avec le sien. « Je vais préparer un document comparatif, dit-il. Statut juridique en nom propre versus société, avec des exemples concrets adaptés à votre activité. Comme ça vous pouvez décider en connaissant les options.
Vous n'avez pas à... Je sais, dit-il. Je veux le faire. La distinction était mince. Elle l'entendit quand même. Le document arriva par email 2 jours plus tard, 6 pages, structurées clairement, avec des exemples chiffrés qui correspondaient exactement à la taille de son activité. Pas des exemples génériques d'une PME avec 10 salariés, mais des exemples calibrés sur une artisane indépendante avec moins de 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, envisageant une première embauche. Il avait pris le temps de rendre ça pertinent pour elle spécifiquement. Camille lut les 6 pages 2 fois, le crayon à la main, en prenant des notes dans les marges. Le lendemain, elle rappela Alexandre avec 4 questions précises. Il répondit aux 4 en moins de 20 minutes. Décembre commença à installer ses lumières sur les grandes avenues, et Paris se mit à ressembler à ce que les gens d'ailleurs s'imaginaient que Paris était: dorée, brillante, odorante de marron chaud et de vin épicé. Le 11e arrondissement avait ses propres marchés de Noël, plus modestes, plus vrais, avec des stands tenus par des artisans qui vendaient des choses fabriquées de leurs mains. Camille passa un samedi matin à en parcourir un, sans acheter grand-chose, juste pour regarder comment les autres exposaient leur travail, comment ils parlaient de ce qu'ils faisaient. Elle repéra une céramiste qui avait une façon particulièrement juste de décrire ses pièces, pas en termes de technique, mais en termes de ce qu'elle pouvait faire pour quelqu'un, la place qu'elle pouvait occuper dans une vie quotidienne. Camille resta 5 minutes à l'écouter parler à une cliente et pensa qu'il faudrait qu'elle apprenne à parler de ses robes comme ça. Le soir même, elle reçut un message d'Alexandre, pas un appel, un message écrit, ce qui était rare. Il téléphonait plutôt. « J'ai appris quelque chose ce matin. Appelez-moi quand vous pouvez. » Elle appela dans la minute. Ce qu'il lui dit était simple dans sa formulation et complexe dans ses implications. Un de ses clients, un promoteur immobilier du 8e, lui avait mentionné en marge d'une réunion qu'il cherchait à louer les locaux commerciaux d'un immeuble qu'il venait de racheter dans le Marais, à des conditions préférentielles pour des artisans dans le cadre d'un projet de revitalisation commerciale du quartier. Des locaux 2 fois plus grands que l'atelier actuel, avec une vitrine sur rue, à un loyer inférieur au marché pendant les 3 premières années. Le promoteur cherchait des dossiers sérieux. Camille ne dit rien pendant quelques secondes. « Vous pensez que mon dossier est sérieux ?» demanda-t-elle finalement. « Je pense que votre dossier est le meilleur que ce type verra cette année, » dit Alexandre. « Mais c'est vous qui décidez si vous voulez le déposer. » Elle n'avait pas dit oui tout de suite. Elle avait dit qu'elle devait y réfléchir. Elle avait passé 3 jours à y réfléchir, pas de façon angoissée, mais de façon méthodique, comme elle abordait un patron complexe, en décomposant chaque élément, en vérifiant que chaque pièce s'assemblait avec la suivante, en imaginant le résultat final, avec les yeux de quelqu'un qui sait ce que le travail implique vraiment. Le 3e jour, elle appela Alexandre et dit « Je veux déposer le dossier. » « D'accord, dit-il, je vous aide à le monter. » Ils travaillèrent sur le dossier pendant 2 semaines, par email et par téléphone, avec 2 sessions en face à l'atelier le week-end. Camille fournit les chiffres, les bilans, les projections qu'elle avait dans la tête et qu'Alexandre l'aida à mettre en forme. Il corrigea la structure argumentative du dossier sans toucher au contenu. C'était sa distinction implicite, constante. Ne pas décider à sa place ce qu'elle voulait dire, juste l'aider à le dire de façon à être entendue. La différence entre les deux lui sembla de plus en plus grande, à mesure qu'elle la vivait. Le promoteur reçut le dossier en décembre. Il demanda un rendez-vous en janvier. C'est dans ce creux de décembre, entre le dossier déposé et la réponse attendue, que quelque chose changea de nature entre eux, imperceptiblement, pas de façon dramatique, sans que ni l'un ni l'autre ne le désigne par un mot. Ils se retrouvèrent un soir dans un café du 3e arrondissement, un café sans prétention, avec des banquettes en sky bordeaux et du carrelage ancien au sol, parce qu'Alexandre avait une réunion dans le quartier en fin d'après-midi et que Camille avait une cliente non loin. La réunion avait fini tôt.
La cliente était repartie avec ses ajustements, et ils s'étaient retrouvés à la même heure dans le même arrondissement, sans que ça soit entièrement prémédité. Ils avaient commandé 2 verres de vin rouge, un plat du jour pour chacun, et parlé pendant 2 heures avec cette aisance particulière des conversations qui n'ont pas de destination fixée, qui peuvent aller n'importe où parce que les 2 personnes font confiance à l'espace entre elles. Alexandre avait parlé de son père, le professeur de droit de Lyon, mort 3 ans auparavant d'une maladie longue et silencieuse que lui et son père avaient traversée sans jamais vraiment la nommer. Il parlait de tout sauf de lui, dit Alexandre. C'est un travers de famille, apparemment. Camille avait dit « Ma mère parle tout le temps d'elle, et on arrive au même résultat. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense. » Il avait ri, un rire court, sincère, qui remontait depuis quelque chose de réel plutôt que de poli. Elle avait ri aussi, pas tout à fait pour la même raison, mais en même temps, et cet alignement, 2 rires qui partaient de directions différentes et arrivaient au même endroit, fit quelque chose d'étrange et de discret dans la poitrine de Camille, quelque chose qu'elle identifia plus tard dans la nuit, chez elle, en défaisant ses cheveux devant le miroir gondolé d'Emmaüs. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas de l'émerveillement de conte, c'était quelque chose de plus grave et de plus doux que ça. La reconnaissance, peut-être, de quelqu'un qui ressemble suffisamment à soi pour qu'on n'ait pas à tout traduire, et assez différemment pour qu'il reste intéressant. Elle éteignit la lumière sans trop s'attarder sur la pensée, mais elle ne la chassa pas non plus. Janvier arriva avec son froid coupant, ses matins noirs, son ciel de Paris qui prenait cette teinte de métal gris-bleu propre au premier jour de l'année neuve. Le promoteur confirma le rendez-vous pour le 15. Camille y alla seule. C'est ce qu'elle voulait. Et Alexandre n'avait pas proposé de l'accompagner. Il avait juste dit « Tenez-moi au courant ». Elle ressortit de la réunion 1h30 plus tard, avec un accord de principe et une date de signature pour mars. Elle appela Alexandre depuis le trottoir, encore dans le froid du Marais, les joues rouges et la voix légèrement différente de d'habitude. Pas expansive, Camille n'était jamais expansive, mais plus haute d'un demi-ton, comme une corde légèrement plus tendue. Il a dit « oui », dit-elle. « Je sais », dit Alexandre. Et elle entendit dans ces 2 mots quelque chose qui n'était pas de la surprise, c'était de la certitude. Il savait. Il avait toujours su. « Vous auriez pu me le dire avant le rendez-vous », dit-elle. « Ça m'aurait évité une nuit d'insomnie. Je voulais que vous y alliez avec votre propre conviction, pas avec la mienne. » Camille resta silencieuse un instant. Sur le trottoir du Marais, un pigon marchait en cercle autour d'un morceau de baguette. La scène était à 200 mètres, invisible mais présente dans l'air humide. « C'est agaçant, dit-elle, d'avoir presque toujours raison. »« Presque, dit-il. » Elle sourit, vraiment, pas presque, raccrocha, remit ses mains dans ses poches et prit le chemin du métro dans le froid de janvier, et quelque chose dans le poids de ses pas sur le pavé du Marais était différent de ce qu'il avait été depuis septembre. Pas plus léger exactement, plus ancré plutôt, comme quelqu'un qui a retrouvé le sol sous ses pieds après un long moment à chercher où poser le pied suivant. La photo avait été prise par quelqu'un que ni l'un ni l'autre ne connaissait vraiment, une cousine éloigné d'un invité, découvrirent-ils plus tard, qui avait posté l'image dans un groupe privé de messagerie sous la légende « Vous avez vu ce qui s'est passé au mariage Lefebvre ?» avec 3 points d'interrogation et un emoji aux yeux écarquillés. La photo montrait Camille, dans son vestido d'ivoire rosé, marchant dans l'allée centrale de l'église, avec le bras d'Alexandre, vu de 3/4, le visage légèrement tourné vers la sortie. Ce qui frappait dans l'image, et c'est sans doute ce qui l'avait fait circuler, c'était la posture de Camille. Dos droit, menton légèrement relevé, pas d'effondrement visible, rien de la femme brisée que la situation aurait autorisée. Elle avait l'air de quelqu'un qui traverse une salle parce qu'elle a décidé de la traverser, pas parce qu'on l'y aide. Et à ses côtés, Alexandre, grand, costume sombre, regard orienté vers la sortie, avait cette présence particulière des gens qui savent exactement ce qu'ils font et pourquoi. Quelqu'un avait reconnu Alexandre,
peut-être un client, peut-être un confrère, peut-être quelqu'un qui fréquentait les mêmes cercles que les associés du cabinet. La photo avait migré d'un groupe de messagerie à un autre, avait atterri dans des conversations entre personnes qui se fréquentaient lors de dîners dans les beaux quartiers, lors de soirées de networking, lors de ces événements professionnels où Paris se rétrécit jusqu'à ressembler à un village. Et avec la photo, avait voyagé un commentaire, toujours approximativement le même dans ses différentes versions. C'est Alexandre Laurent, de Laurent & Associés. Il se serait mis avec la costurera abandonnée au mariage. Le mot costurera, employé en français couturière, mais avec la connotation implicite de quelqu'un d'inférieur en statut, de quelqu'un dont c'est le seul attribut identifiable, circulait dans ses messages avec une facilité qui en disait plus sur ceux qui l'utilisaient que sur Camille. Mais les conséquences de cette circulation n'en étaient pas moins réelles pour autant. Alexandre l'apprit un mardi matin de février. Il était arrivé au cabinet à 7h30, comme d'habitude, avait traversé les couloirs enroués de la Défense, ce quartier qui ressemblait à une ville parallèle construite pour des gens qui n'avaient pas le temps d'habiter vraiment nulle part, et avait trouvé dans sa boîte e-mail un message de Bertrand Fouchard, son associé principal, demandant une réunion dès que possible ce matin. Le ton du message était celui que Bertrand utilisait quand quelque chose le dérangeait suffisamment pour qu'il ne veuille pas attendre, mais pas assez pour qu'il le dise directement. Alexandre avait répondu 9 heures et était allé faire son café. La réunion se tint dans la salle de conférence principale. Pas le bureau d'Alexandre, pas celui de Bertrand, mais la salle neutre avec ses fauteuils en cuir noir et sa vue sur les tours de verre de la Défense. Ce qui signifiait que les deux autres associés seraient de présent. Ils étaient là. Marc Delacroix, spécialiste en droit immobilier, 52 ans, costume anthracite impeccable, regard de quelqu'un qui évalue constamment le rapport coût-bénéfice de tout ce qui se passe autour de lui. Et Sophie Arnaud, 45 ans, droit des sociétés, la plus directe des trois, celle dont les silences pesaient autant que les mots. Bertrand entra avec une impression papier de la photo. Il la posa sur la table sans cérémonie. « Tu es au courant ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Je suis au courant que la photo circule » dit Alexandre. « Je suis moins au courant de ce que vous en faites. » Marc prit la parole avant Bertrand. Moreau Tissot, c'est comme ça que les gens l'appellent dans les messages, est connu maintenant dans des cercles qui recoupent notre clientèle. Mariage annulé, scène publique, histoire qui fait le tour des groupes. Ricard, il désigna un nom sur un document qu'il avait devant lui. Étienne Ricard, notre client pour l'affaire Vauclair, a appelé hier soir. Il ne veut pas que son dossier soit associé à ce qu'il appelle un scandale social. Un scandale social, répéta Alexandre. Ce sont ces mots, dit Marc, avec le ton de quelqu'un qui se lave les mains de la formulation tout en la transmettant quand même. Sophie dit, Étienne Ricard représente 82 000 € de facturation annuelle, et il a 2 amis proches dans notre portefeuille client. Alexandre regarda la photo sur la table. Camille dans son vestido, dos droit, traversant l'allée. Il la regarda pendant 2 secondes. « Ce que vous me demandez, dit-il lentement, c'est de prendre mes distances avec quelqu'un dont je me suis approché parce que c'était juste pour ne pas déplaire à un client qui trouve ça gênant pour son image. »« Ce n'est pas une question de morale, » dit Bertrand. « C'est une question de réalité économique. Pour moi, c'est les deux, dit Alexandre. » Le silence qui suivit fut du genre de ceux qui existent dans les salles de conférence quand tout le monde sait ce qui vient d'être dit et ce que ça signifie. Marc croisa les bras. Sophie regarda par la fenêtre. Bertrand posa les mains à plat sur la table. « Je ne te demande pas de la quitter, dit Bertrand. » Et l'emploi du mot « quitter » révélait ce qu'il pensait de la nature de leur relation, ce que les autres pensaient aussi. Et Alexandre nota que personne n'avait pris la peine de lui demander quelle était réellement cette nature. « Je te demande d'être discret, de ne pas alimenter la chose. »« Je suis toujours discret, » dit Alexandre. « Ce n'est pas moi qui ai posté la photo. »« Alexandre !» La voix de Bertrand prit ce registre particulier des gens qui croient utiliser la raison quand ils utilisent la pression.
Tu as travaillé 20 ans pour construire ce cabinet. Laisse pas ça être remis en question pour... Pourquoi? Dit Alexandre. Bertrand ne finit pas sa phrase. La réunion prit fin 15 minutes plus tard, sans conclusion formelle, ce qui était en soi une conclusion. Le genre d'impasse, poli, qui précède les décisions unilatérales. Alexandre retourna à son bureau, ferma la porte, s'assit, regarda par la fenêtre les tours de verre de la Défense, sous le ciel blanc de février. Il pensa à l'argument de Bertrand. 20 ans de travail, la réalité économique, la discrétion demandée. Il pensa à Camille, dans l'allée centrale de l'église, dos droit, menton légèrement relevé. Il pensa aux 6 pages du document comparatif qu'il avait préparé, calibré exactement sur la taille de son activité. Il pensa au rire dans le café du 3e, 2 rires partant de directions différentes et arrivant au même endroit. Il prit son téléphone et appela Camille. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Il lui raconta tout, la photo, la réunion, les mots de Marc sur Ricard, l'ultimatum voilé de Bertrand, sans édulcorer, sans choisir les angles favorables à sa propre image. Il lui dit exactement ce qui s'était passé, dans l'ordre où ça s'était passé. Il y eut un silence de l'autre côté. « Alors éloigne-toi, » dit Camille. Sa voix était calme, pas froide, pas blessée, juste calme, avec cette densité particulière des décisions déjà prises. Je ne vais pas être la raison pour laquelle tu perds ce que tu as construit. J'ai choisi de m'approcher de toi dans ce couloir parce que c'était la chose la plus juste que j'avais faite depuis longtemps, dit Alexandre. Je ne vais pas défaire ça pour un client. Ce n'est pas une question de juste ou de faux, c'est une question de conséquences réelles. Je sais ce que sont les conséquences. Non, dit Camille. Et là, il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de la colère, pas de la douleur non plus, mais quelque chose d'intraitable. Tu sais ce que les conséquences représentent pour toi maintenant. Dans 6 mois, tu penseras peut-être différemment. Et je n'ai pas envie d'être quelque chose que tu regrettes dans 6 mois. Camille, je t'en demande pas plus pour l'instant, mais ne me demande pas de faire semblant que ce n'est pas ce que c'est. Elle raccrocha. Pas violemment. Elle raccrocha comme elle faisait tout, avec précision, à l'endroit exact où la conversation était arrivée à sa limite. Alexandre resta avec le téléphone dans la main. Il regarda une nouvelle fois les tours de verre de la Défense. Puis, il ouvrit un tiroir de son bureau, en sortit un dossier qu'il avait commencé à constituer 3 semaines plus tôt. Pas pour Camille. Pas à cause de Camille, mais à cause de quelque chose qui couvait depuis plus longtemps que ça dans sa façon de se lever le matin et de traverser ses couloirs. Un dossier qui contenait des projections financières, une liste de clients qui le suivraient à titre personnel, une étude de faisabilité pour une structure plus petite et plus indépendante. Il le posa sur le bureau, le regarda, puis il appela son comptable. Les 3 semaines qui suivirent furent les plus silencieuses que Camille eût vécues depuis longtemps. Pas le silence de l'église, pas le silence du trottoir de Neuilly. Celui-là était intérieur. Un silence de quelqu'un qui a refermé une porte et qui n'est pas tout à fait sûr de vouloir savoir ce qui se passe de l'autre côté. Elle ne décrocha pas les 2 fois où il appela. Elle vit son nom sur l'écran, laissa sonner, rangea le téléphone. Elle travailla. Elle prépara le déménagement vers les nouveaux locaux du Marais, emballa les bobines de fil une à une dans du papier journal, démonta les crochets du plafond où étaient suspendus les patrons, nettoya les recoins de l'atelier qu'elle n'avait pas eu le temps de nettoyer depuis 7 ans. C'était un travail de rupture et de commencement en même temps, et ça lui convenait. Elle pensa à lui, elle n'allait pas prétendre qu'elle n'y pensait pas. Pas à lui de façon romantique abstraite, mais à la façon concrète dont il occupait les conversations, la façon dont ses réponses arrivaient toujours à l'endroit précis où la question était, la façon dont il ne remplissait jamais le silence par obligation. Elle pensa à ce qu'il avait dit, que c'était la chose la plus juste qu'il avait faite depuis longtemps, de s'approcher d'elle dans ce couloir. Elle se demanda si juste pouvait durer sans devenir une charge. Elle n'avait pas la réponse. Ce qu'elle avait, c'était des cartons à emballer et des contrats à signer. Alors, elle emballa. Alors, elle signa.
Le 22 mars, elle ouvrit les nouveaux locaux dans le Marais. 2 fois plus grands, vitrines sur rue, lumières différentes, plus frontales, plus généreuses, qui éclairaient les tissus d'une façon qu'elle mit plusieurs jours à apprivoiser. Elle avait passé une annonce pour un poste de couturière en novembre et reçu 19 candidatures. Elle en avait retenu 2, Leïla, 26 ans, formation aux arts appliqués, main précise et esprit calme, et Dorothée, 38 ans, reconversion après 10 ans dans le prêt-à-porter industriel qui avait exactement la rigueur technique dont Camille avait besoin pour les commandes complexes. Elles prirent leur marque dans les nouveaux locaux avec cette maladresse initiale des équipes qui apprennent à partager un espace. Et Camille leur donna le temps de le faire sans précipiter. Les contrats avec les 3 boutiques de robes de mariée avaient été signés en février. Elle en avait trouvé 2 elle-même, et la 3e était venue par le biais d'une cliente qui avait recommandé son travail. Aucun de ces contrats ne portait la signature d'Alexandre. C'était son atelier, son travail, sa croissance. Mais certains soirs, en fermant les locaux du Marais et en descendant vers le métro sous les lumières de Mars, qui commençaient à rester un peu plus longtemps dans le ciel, elle sentait quelque chose d'inachevé dans l'air. Pas douloureux, pas urgent, mais présent comme une couture qu'on a commencée et posée avant de finir, et dont on sait qu'on devra revenir. Le lundi matin du 7 avril, Camille arriva aux nouveaux locaux du Marais à 8h moins 10. Elle avait les clés dans la main gauche, un café en gobelet carton dans la main droite, habitude maintenant ancrée, depuis septembre, depuis un tabac de Neuilly à 3 € le café, et la tête déjà pleine des commandes de la semaine. Leïla avait une robe de cérémonie à terminer pour jeudi. Dorothée commençait ce jour-là les ajustements pour la boutique du 6e arrondissement, première livraison d'un contrat qui représentait à lui seul 20% du chiffre d'affaires mensuel projeté. Camille avait dans son sac une liste écrite à la main sur le dos d'une enveloppe, parce qu'elle n'avait jamais vraiment adopté les applications de gestion que certains lui recommandaient. Elle pensait mieux sur le papier, avec un crayon, dans une écriture qui laissait des traces physiques de ce qu'elle avait dans la tête. Elle tourna dans la rue, vit la vitrine des nouveaux locaux de loin, la lumière du matin dedans, déjà allumée, ce qui voulait dire que Leïla était arrivée avant elle, comme souvent. Elle vit aussi, à 8 mètres de la porte, debout sur le trottoir, Alexandre. Elle s'arrêta. Il était là depuis un moment, visiblement. Il n'avait pas l'attitude de quelqu'un qui vient d'arriver, mais celle de quelqu'un qui attend depuis assez longtemps pour avoir dépassé l'inconfort de l'attente et être entré dans quelque chose de plus calme. Manteau sombre, pas de mallette, les mains dans les poches. Il la vit s'arrêter. Il ne fit pas de geste, ne s'avança pas. Il resta là. Camille reprit sa marche. Lentement, les derniers 8 mètres. Elle arriva devant lui, s'arrêta à une distance normale entre 2 personnes qui se parlent et le regarda. Il avait l'air fatigué. Pas d'une fatigue superficielle de mauvaise nuit, mais d'une fatigue plus ancienne, la fatigue de quelqu'un qui a pris des décisions lourdes et les a portées jusqu'ici. Il y avait quelques fils gris supplémentaires dans ses cheveux depuis la dernière fois, ou peut-être qu'elle les avait mal regardés avant. Des légères marques sous les yeux. Mais son regard était net, cette netteté particulière qu'elle avait remarquée la première fois dans l'allée de l'église, cette clarté qui ne demandait pas de permission. « Je ne viens pas m'excuser, dit-il. Je viens te raconter ce qui a changé. » Camille le regarda un moment. « Tu attendais depuis quand ? » « 40 minutes. » Elle baissa les yeux vers son gobelet de café. Puis, elle sortit ses clés et dit « Entre. » L'atelier sentait le tissu neuf et le café. Leïla avait apporté sa propre cafetière depuis la semaine précédente, geste auquel Camille n'avait rien objecté. Leïla leva les yeux quand ils entrèrent, sentit quelque chose dans l'atmosphère qui ne se formulait pas, et dit avec un naturel impeccable qu'elle allait chercher les patrons dans l'arrière-boutique. Elle disparut derrière le rideau. Camille posa son manteau, son sac, son café. Elle alla jusqu'à la grande table de coupe et commença à déplier un tissu qui attendait là depuis la veille. Un taffetas bleu nuit pour une robe de cérémonie, 15 mètres de quelque chose de grave et de soyeux. Elle n'avait pas encore décidé de ne pas travailler pendant cette conversation,
et travailler en écoutant était souvent la façon dont elle écoutait le mieux. Alexandre s'approcha de l'autre côté de la table. Il ne s'assit pas sur le tabouret de clientèle. Il resta debout, les mains posées à plat sur le bord de la table, comme quelqu'un qui cherche un point d'ancrage. « J'ai quitté l'associé, dit-il, début mars. J'ai cédé mes parts à Bertrand et Marc. J'ai gardé 7 clients qui ont voulu me suivre à titre personnel. J'ai ouvert Laurent Avocat, une structure à moi seul pour l'instant. Un bureau dans le 3e arrondissement, une assistante à mi-temps. J'ai perdu 60% de mes revenus immédiats. » Camille continuait à déplier le taffetas. Le tissu faisait un bruit léger et sec dans le silence de l'atelier. « Et tu veux que je te dise que c'était courageux ?» dit-elle. « Ce n'était pas une question. »« Non, » dit Alexandre, « je veux te dire que ce n'était pas à cause de toi. » Elle leva les yeux. « J'avais ce dossier dans mon tiroir depuis 3 semaines avant la réunion avec Bertrand, dit-il. Avant la photo, avant Ricard, avant tout ça. Ça faisait 2 ans que je savais que quelque chose ne fonctionnait plus dans ce que j'avais construit là-bas. La réunion a juste rendu la décision urgente. Elle ne l'a pas créée. » Camille le regarda. Elle cherchait dans son visage la trace d'une reconstruction narrative, cette façon qu'ont les gens de réorganiser les événements après coup pour se donner le beau rôle. Elle ne la trouva pas. Ce qu'elle trouva était plus inconfortable que ça. Quelqu'un qui disait la vérité sur lui-même sans l'embellir, y compris dans ce que ça impliquait. Qu'elle n'était pas le centre de sa décision, qu'il n'avait pas sacrifié quelque chose pour elle, qu'il avait fait quelque chose pour lui-même, et que ça changeait quand même les choses entre eux. « Tu aurais pu me le dire au téléphone, » dit-elle. « J'aurais pu. J'ai préféré venir. » « Pourquoi ?» Il prit un moment. « Parce que ce que j'ai à te dire mérite d'être dit en face, et parce que j'avais envie de voir l'atelier. » Il regarda autour de lui, les bobines de fil rangées par couleur sur les nouveaux présentoirs, les patrons en craft suspendus au crochet du plafond neuf, la lumière frontale de la vitrine sur les tables de coupe. « C'est bien, » dit-il. « C'est exactement ce que tu avais décrit. » Camille plia un côté du taffetas avec précision. Tu as pris une décision énorme, sans me demander si c'était ce que je voulais. Oui, dit Alexandre, parce que c'était ce que je voulais, indépendamment de toi. Est-ce que ça compte? Elle posa le tissu. Elle s'appuya des 2 mains sur la table, regarda le taffetas bleu nuit, puis le regarda lui. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce moment. Pas de la tension dramatique, pas le crescendo d'une scène de réconciliation. Plutôt 2 personnes qui se regardaient honnêtement et évaluaient quelque chose de réel, avec tous les risques que ça comportait. « Tu aurais dû quand même me le dire avant, » dit-elle. « Pas pour que je décide, pour que je sache. » Tu as raison, ça t'arrive souvent d'avoir tort. Un battement. Moins souvent que je le crois, et plus souvent que je l'admets. Quelque chose bougea dans la poitrine de Camille. Ce mouvement infime, presque imperceptible, d'une chose qui se dépose après avoir été longtemps en suspension. Pas un soulagement dramatique, plutôt la sensation qu'une pièce qu'elle tenait en main depuis des mois venait peut-être de trouver l'endroit où elle s'assemblait. « Je vais faire du café, » dit-elle. « Pas du gobelet, du vrai. » Elle passa dans l'arrière-boutique. Leïla était assise à sa machine, dos tourné, avec la concentration appliquée de quelqu'un qui n'écoute absolument pas ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Camille prépara le café sur la plaque chauffante, 2 tasses en céramique bleue qu'elle avait achetées au marché du 11e avant le déménagement. Lourdes, simples, les bords légèrement irréguliers. Pendant que l'eau chauffait, elle s'appuya contre le mur et regarda le sac housse blanc suspendu dans le coin. 91 heures, crêpe de soie ivoire rosé, broderie à la main sur l'encolure. Elle n'avait toujours pas décidé ce qu'elle en ferait. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de décider tout de suite. Elle revint avec les 2 tasses. Alexandre avait pris le tabouret de clientèle pendant son absence. Enfin, pensa-t-elle, il apprend. Elle posa une tasse devant lui, garda l'autre dans ses mains, s'assit de l'autre côté de la table. Ils parlèrent 2 heures. Pas de la réunion des associés, pas de Bertrand, ni de Marc, ni d'Étienne Ricard. Ils parlèrent du nouveau bureau du 3e arrondissement, 1 pièce et demie dans un immeuble du 19e siècle, avec des moulures au plafond,
et des fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure, rien à voir avec les tours de verre de la Défense, et Alexandre dit que c'était la première fois depuis 12 ans qu'il travaillait dans un espace qu'il reconnaissait comme sien. Ils parlèrent de Leïla et Dorothée, de la commande de la boutique du 6e, des projections pour l'été. Ils parlèrent d'un film qui sortait la semaine suivante, dont ils avaient tous les deux lu la critique dans des journaux différents et retenu la même phrase du metteur en scène, mot pour mot, sans se l'être dit. À un moment, Dorothée arriva. 10 heures passées, elle était du matin tardif, et les salua avec le naturel de quelqu'un qui n'était pas là depuis le début, mais ne semblait pas se demander pourquoi il y avait un homme assis au tabouret de clientèle avec une tasse de café vide devant lui. Leïla ressortit de l'arrière-boutique avec la robe de cérémonie à moitié finie sur un cintre, demanda à Camille 2 précisions techniques sur l'ourlet du bas, obtint ses réponses et repartit. L'atelier fonctionnait autour d'eux normalement, comme si cette conversation était simplement une chose parmi les choses qui avaient lieu ici. Camille nota ça. La façon dont il s'asseyait dans un espace sans le prendre, sans en modifier le rythme, sans y imprimer sa propre logique. C'était rare chez les gens habitués à mener les réunions, à tenir les salles de conférence, à être écoutés. Alexandre avait cette capacité d'occuper un espace sans l'envahir, et elle ne savait pas exactement d'où ça venait. Peut-être du père professeur de Lyon, peut-être de quelque chose de plus personnel. Mais elle le reconnaissait comme quelque chose de précieux. Quand il se leva pour partir, il boutonna son manteau et s'arrêta une seconde devant la vitrine, regardant la rue du Marais. « Le contrat avec la boutique du 6e, dit-il. Tu as fait relire la clause de résiliation ? » « Je l'ai relue moi-même !» Il se retourna. « Et ? Elle est correcte. Je vérifie maintenant. » Il sourit. Pas le sourire poli de circonstance, le sourire de quelqu'un qui apprend quelque chose qui lui fait plaisir. « Je sais, dit-il. Tu ne savais pas. » « Je m'en doutais. » Elle lui tint la porte. Il sortit sur le trottoir du Marais, se retourna une fois. « Je peux revenir ?» demanda-t-il. Camille le regarda une seconde. « Tu peux appeler d'abord. »« D'accord. » Il appela le lendemain matin. Ils se retrouvèrent le jeudi soir dans le café du 3e arrondissement, les banquettes en sky bordeaux, le carrelage ancien, un plat du jour chacun. Puis, le samedi suivant, dans une librairie du 11e qui organisait une lecture et où Camille avait prévu d'aller seule et n'alla finalement pas seule. Puis un dimanche, au marché des Enfants Rouges, le plus vieux marché couvert de Paris, où ils mangèrent debout des falafels dans du papier d'aluminium et où Alexandre renversa de la sauce tahini sur sa veste. Une veste que Camille avait remarquée depuis le début, un lainage gris-vert bien coupé, mais dont le revers droit commençait à s'effilocher imperceptiblement à l'angle. Et elle dit sans réfléchir qu'elle pouvait arranger ça. « La veste, dit-il, regardant la tache. « Le revers qui s'effiloche, pas la tache tu peux la nettoyer toi-même. » Il la regarda d'un air légèrement perplexe. « Tu avais vu ça ? Depuis la première fois que tu es venu à l'atelier en octobre. Et tu n'as rien dit. C'était pas le bon moment. » Il rit, elle rit aussi, un peu en décalé, comme 2 notes qui ne sont pas tout à fait dans le même accord, mais qui sonnent juste quand même. Autour d'eux, le marché bruissait de voix, d'odeurs d'épices et de café torréfié, de langues mélangées, de ce bruit particulier des endroits où les gens font confiance au moment présent. Alexandre retira sa veste, la lui tendit sur le bras avec un naturel qui n'était ni solennel ni moqueur. « Je te fais confiance, dit-il. » Ce furent des mots simples, dits simplement, dans un marché couvert du 3e arrondissement, avec une tache de tahini et une veste en lainage gris-vert entre eux. Pas une déclaration, pas une promesse d'avenir, juste l'état des choses, dit à voix haute. Camille prit la veste, la plia avec soin sur son bras. Et ce geste, précis, naturel, le même geste qu'elle faisait des dizaines de fois par jour sur des tissus et des vêtements, mais cette fois-ci sur quelque chose qui lui avait été confié, avait une texture différente de tous les gestes précédents, sans qu'elle puisse exactement nommer pourquoi. Ils reprirent leur falafel.
Autour d'eux, Paris continuait, indifférente et généreuse, comme elle avait toujours été. Les mois qui suivirent eurent la texture des choses construites lentement et solidement, pas la texture des histoires qui s'embrasent vite et laissent des cendres, mais celle des structures qui prennent du temps à s'élever et qui, une fois debout, ne bougent plus facilement. Avril passa sur Paris avec ses averses courtes et ses ciels changeants, ses matins froids et ses après-midi qui promettaient soudainement l'été avant de se raviser. Mais arriva avec les marronniers en fleurs sur les boulevards, les terrasses de café qui débordaient sur les trottoirs, les gens qui sortaient leurs vestes légères trop tôt et les remettaient dans les sacs 1 heure plus tard. Camille traversait tout ça avec la concentration particulière de quelqu'un qui a trop à faire pour s'appesantir, mais qui remarque quand même les détails, la lumière du soir sur la Seine quand elle traversait le pont en rentrant, la façon dont les vieilles pierres du Marais prenaient une teinte presque orange à certaines heures de l'après-midi, le bruit de la machine de Leïla qui rythmait les matinées comme un métronome. L'atelier fonctionnait. Ce mot « fonctionnait » était en dessous de la réalité, mais c'est le mot que Camille utilisait quand on lui demandait comment ça allait, parce qu'elle n'avait pas encore l'habitude de dire les choses en plus grand que ce qu'elles étaient. La boutique du 6e arrondissement avait renouvelé son contrat en mai avec une commande augmentée de 40%. Une deuxième boutique avait demandé une exclusivité sur un modèle de robe de cérémonie que Camille avait créé. Son propre modèle, pas une adaptation, pas une commande de client, une création qui venait d'elle et qu'elle avait proposée parce que le tissu qu'elle avait reçu d'un fournisseur nouveau lui avait donné une idée un mardi soir et qu'elle avait passé la nuit à la réaliser sur papier avant de la couper en toile le lendemain matin. Elle avait hésité avant de la soumettre aux boutiques. Il y avait dans cette hésitation quelque chose de vieux, la prudence de quelqu'un qui a longtemps travaillé dans l'ombre de ce que les autres voulaient et qui ne sait pas encore tout à fait si ce qu'elle-même veut a de la valeur pour quelqu'un d'autre. La boutique avait répondu en 48 heures. Oui. Combien peut-elle en produire par mois? Elle en avait parlé à Alexandre ce soir-là, par téléphone, debout dans l'arrière-boutique, après que Leïla et Dorothée étaient reparties. Elle lui avait raconté la commande, la réponse en 48 heures, sa propre hésitation, avant de soumettre. Il l'avait écoutée jusqu'au bout. « Pourquoi tu avais hésité ?» demanda-t-il. « Parce que c'était quelque chose à moi, c'est différent de travailler pour une commande. » Là, c'est moi qui propose, et si ça ne plaît pas, ça a plu. Je sais, mais l'hésitation était là avant de savoir. Un silence. C'est normal, dit-il. Les choses qu'on tient vraiment, on a peur de les exposer. Il marqua une pause. Tu vas accepter la commande? J'ai déjà accepté. Bien sûr que tu as déjà accepté. Elle sourit dans l'obscurité de l'arrière-boutique. Le sac housse blanc était toujours là, dans son coin. Elle ne l'avait pas déplacé lors du déménagement. Elle l'avait emporté avec le reste. Elle ne savait pas encore pourquoi. Leur relation avait pris une forme qui n'avait pas de nom dans le vocabulaire usuel. Pas « ils se voient », pas « ils sont ensemble », dans le sens que ça impliquait d'habitude, et pourtant pas rien. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine, parfois plus, jamais selon un programme établi. Alexandre avait gardé l'habitude des cafés en gobelet carton, même dans son propre bureau du 3e. Il y avait un tabac au coin de la rue qui lui servait son café chaque matin, et il trouvait qu'il n'y avait aucune raison de changer ça. Camille avait gardé l'habitude de travailler quand il était là, pas pour lui signifier qu'il n'était pas important, mais parce que travailler en sa présence était devenu naturel, et parce qu'il avait compris depuis longtemps que c'était une forme de confiance, pas d'indifférence. Il apportait parfois des dossiers à lire quand il venait à l'atelier. Il s'installait au tabouret de clientèle avec ses documents et travaillait de son côté pendant qu'elle travaillait du sien. Et ils échangeaient 2 ou 3 phrases à intervalles irréguliers sans que ça nécessite d'interrompre quoi que ce soit. Leïla avait dit un jour à Dorothée, en pensant que Camille n'entendait pas, que c'était la chose la plus reposante à regarder. 2 personnes qui n'avaient pas besoin de se prouver qu'elles étaient ensemble. Camille avait entendu. Elle n'avait rien dit, mais elle avait passé une bonne matinée. Julien Lefebvre n'avait plus donné signe de vie depuis septembre.
L'histoire du détournement dans l'entreprise du père de Camille avait abouti à un redressement fiscal que Julien avait tenté de contester et perdu. Son père, à lui, avait pris sa retraite anticipée. Les cercles sociaux dans lesquels la photo avait circulé avaient rapidement trouvé d'autres sujets. Paris n'était jamais à court de scandales plus frais. Et le nom de Camille Moreau, quand il était prononcé dans ces mêmes cercles quelques mois plus tard, l'était différemment. La couturière du Marais, celle qui habillait 3 boutiques de mariés, celle dont le modèle exclusif était en liste d'attente jusqu'en janvier prochain. Elle avait refusé de lire la première fois qu'une journaliste d'un magazine de mode l'avait contactée pour un article. Puis, elle avait accepté un entretien bref, sans photo, parce que la journaliste avait dit quelque chose d'intelligent sur l'artisanat, et que Camille préférait les gens intelligents aux gens flatteurs. L'article était paru en juin, 4 colonnes, une photo de l'atelier sans elle dedans. C'était exactement ce qu'elle avait voulu. Alexandre avait lu l'article le matin de sa parution. Il lui avait envoyé un message, pas un commentaire, juste la phrase qu'il avait préférée, une phrase que Camille avait dite sur la façon dont un vêtement bien fait devrait permettre à celui qui le porte d'oublier qu'il le porte. Elle avait répondu « Tu l'as lu vite ». Il avait répondu « Je l'attendais ». La fête du premier anniversaire de Laurent avocat eut lieu un vendredi soir de septembre, 1 an exactement, presque jour pour jour, après la cérémonie de l'église de Neuilly. Alexandre avait choisi un espace dans le 3e arrondissement. Une ancienne imprimerie reconvertie avec ses hauts plafonds métalliques et ses murs de briques apparentes, sans prétention ni austérité. Une 50aine de personnes, clients, confrères, quelques amis, l'assistante à mi-temps qui s'appelait Margot et qui avait organisé la soirée avec une efficacité tranquille qui rappelait à Camille sa propre façon de travailler. Des canapés, du vin, de la musique discrète qui ne cherchait pas à remplir l'espace mais à l'accompagner. Camille arriva à 20h. Depuis le métro, ligne 8, jusqu'à Saint-Sébastien-Froissart, 5 minutes à pied dans le soir de septembre. L'air avait exactement la même texture que l'an dernier, ce premier froid sec qui rappelle que l'été est définitivement fini, et elle eut une seconde de conscience aiguë du chemin parcouru entre les 2 septembre. Elle portait quelque chose qu'elle avait cousu pour l'occasion. Pas 91 heures, cette fois, 12 heures en 3 soirs, un crêpe fluide dans un bleu qui tirait vers le nuit, avec au poignet un détail brodé à la main. Une petite ligne géométrique qui reprenait sans ostentation le motif de l'encolure du vestido de mariage. Personne ne le verrait, ce lien. Sauf elle. C'était suffisant. Alexandre était près de la porte quand elle entra, pas en faction, pas en train de guetter, mais dans une conversation avec 2 hommes qu'elle ne connaissait pas. Et il l'aperçut dès qu'elle franchit le seuil, avec ce regard particulier qu'ont les gens quand ils voient arriver quelqu'un dont la présence change légèrement la nature de l'endroit où il se trouve. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et traversa la salle vers elle. Il s'arrêta à 1 mètre. La regarda. « Tu es la personne la plus élégante de cette salle, » dit-il. Camille l'examina de la tête aux pieds, costume sombre, chemise blanc cassée et la cravate. La cravate était mal nouée, légèrement de travers, le nœud trop serré sur la droite d'1 demi-centimètre. « Tu n'as toujours pas appris à faire ton nœud de cravate correctement, » dit-elle. Il baissa les yeux sur sa cravate. « J'ai essayé au moins 4 fois ce soir. » 4 fois, c'est pas assez. Elle posa son verre. Elle n'avait pas encore de verre. Elle posa son sac sur la table la plus proche, tendit les 2 mains vers le nœud, et le défit avec la précision automatique de quelqu'un qui travaille avec ses mains depuis l'âge de 16 ans. Elle le refit. 3 secondes. Nœud demi-Windsor, symétrique, la largeur exacte du col. Elle lissa le tissu du plat de la main une fois et laissa ses mains redescendre. Alexandre ne bougea pas pendant ces 3 secondes. Il la regarda faire, avec cette expression qu'elle lui connaissait maintenant. Pas de l'émerveillement, pas de la condescendance amusée, juste une attention complète, le même regard qu'il avait dans les conversations importantes. « Merci, dit-il, c'est mon métier. »« Non, dit-il doucement.
Ce n'est pas ton métier de refaire ma cravate. Elle récupéra son sac. Non, admit-elle, ce n'est pas mon métier. Ils se regardèrent une seconde de trop. Cette seconde précise qui existe dans certains moments et qui n'a pas de définition exacte, qui n'est ni un début ni une fin, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui dit simplement « on est là, les deux », et c'est réel. La soirée continua autour d'eux, les conversations, le vin, le bruit discret de 50 personnes qui fêtent quelque chose qui mérite d'être fêté. Camille parla avec Margot pendant 20 minutes et trouva qu'elle était effectivement aussi efficace qu'elle le semblait. Elle parla avec un confrère d'Alexandre qui défendait des artisans en droit du travail et qui lui donna 2 informations utiles sur une réforme des charges sociales qui concernait directement sa situation. Elle mangea des canapés debout près d'une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'ancienne imprimerie et regarda Paris par cette fenêtre. Pas les monuments, pas les tours, juste les lumières jaunes des appartements d'en face, la vie ordinaire des gens qui n'étaient pas dans cette salle et qui existaient quand même, complètement. À un moment de la soirée, Alexandre vint se placer à côté d'elle près de la fenêtre. Il ne dit rien pendant un moment. Elle ne dit rien non plus. Dehors, dans la cour, un chat traversait les pavés avec la désinvolture absolue des chats parisiens qui ne rendent de compte à personne. « Il y a 1 an, dit Alexandre, tu étais sur le trottoir de Neuilly avec du café de tabac et 91 heures de broderie sur le dos. Et toi, tu avais desserré ta cravate et tu ne savais pas quoi dire. Je savais exactement quoi dire. Tu as dit très peu de choses. Oui, c'était exactement ce qu'il fallait dire. » Elle tourna la tête vers lui. Il regardait la cour, le chat qui avait disparu dans l'ombre. La lumière de l'ancienne imprimerie lui faisait une ombre légère sur le côté du visage, accentuant les quelques fils gris dans ses cheveux, les légères marques sous les yeux. Elle pensa qu'il ressemblait à quelqu'un qui a décidé d'habiter sa propre vie, plutôt que de la gérer de l'extérieur, et que cette décision-là, récente et fragile comme toutes les décisions vraies, lui allait bien. « Tu penses à la suite ?» demanda-t-elle. « Laurent avocat. Oui, je veux prendre un associé junior l'année prochaine. Quelqu'un qui pense différemment de moi. Et en dehors du bureau ?» Il la regarda. « J'y pense. Et je pense que je veux continuer à aller à l'atelier le samedi matin, boire du vrai café dans des tasses en céramique bleue. C'est une ambition modeste. » « C'est une ambition précise, dit-il. C'est différent. » Camille se retourna vers la fenêtre. Dans la cour, le chat avait réapparu de l'autre côté, traversant dans l'autre sens avec la même désinvolture impeccable. Elle pensa à la robe dans le sac housse blanc. Elle pensa aux 91 heures, aux crêpes de soie ivoire rosé, aux broderies sur l'encolure. Elle pensa que cette robe avait été faite pour un mariage qui n'avait pas eu lieu, pour une vie qu'elle avait imaginée et qui ne s'était pas construite comme prévu, et qu'elle avait quand même, peut-être à cause de ça, peut-être malgré ça, abouti à cette fenêtre, dans cette ancienne imprimerie du 3e arrondissement, avec le bruit de 50 personnes derrière elle et quelqu'un à côté d'elle qui savait quand parler et quand ne pas parler. Peut-être qu'elle garderait la robe. Peut-être qu'elle la transformerait en autre chose. Il y avait dans ce tissu assez de matière pour une veste, pour 2 jupes, pour quelque chose qu'elle n'avait pas encore imaginé. Peut-être que 91 heures de travail n'avaient pas besoin de justifier une seule occasion pour avoir eu du sens. Elle ne décida pas ce soir-là. Elle laissa la question ouverte dans cet espace entre l'intuition et la décision où les projets naissent avant d'avoir un nom. La soirée prit fin tard, les derniers invités partant dans le froid de septembre retrouvé, ce même froid, cette même texture d'air qui sentait la fin et le début en même temps. Camille remit son manteau de lainage. Alexandre éteignit les dernières lumières. Ils sortirent ensemble dans la rue du 3e arrondissement, la nuit douce et légèrement brumeuse autour d'eux, les pavés humides de la rosée de septembre. Ils marchèrent jusqu'à la station de métro. Devant l'entrée, ils s'arrêtèrent. Il y avait quelque chose de circulaire dans ce moment. 2 personnes devant une station de métro,
un an après s'être rencontrés vraiment sur un trottoir de Neuilly, et la ville autour d'eux indifférente et généreuse, comme elle avait toujours été. « La semaine prochaine, » dit Camille, « j'ai un contrat de prestation que je veux te faire relire. Samedi matin ? Samedi matin. Je passe à 9h. Passe à 9h30. Leïla arrive à 9h, et je veux finir son ourlet avant que tu arrives avec tes questions. » Il sourit. « D'accord, 9h30. » Elle descendit